Alors, bonsoir tout le monde. On va devoir commencer. Comme on s'était dit qu'on accordait pratiquement 15 minutes supplémentaires à les retardataires qui pourront nous rejoindre avec le temps. Donc, on va commencer notre webinaire de ce vendredi 30 janvier. Et on va parler, en fait, notre thème de votre webinaire, c'est de Excel à Delibar. Comment bien réussir sa transformation digitale. Donc, c'est de ce sujet que nous allons nous entretenir pratiquement pendant 1 heure. On s'est dit qu'on pourrait se donner 1 heure. Donc, ce qu'on va commencer, c'est par voir un peu le plan de notre webinaire. C'est que, bon, c'est l'introduction, c'est ce que je suis en train de faire là maintenant. Puis, on parlera des limites d'Excel. On fera une présentation de ce que c'est que Dolibar, pourquoi utiliser Dolibar, et puis la méthodologie de transition en 5 étapes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on quitte de Excel à Dolibar en 5 étapes. Puis on fera une démonstration en live, et puis on parlera de nous et on reviendra sur les points à retenir, quoi. Alors, on commence par l'introduction. L'objectif, c'est quoi ici? C'est de comprendre pourquoi Excel n'est plus adapté à la croissance de votre entreprise. C'est de découvrir Delibar et ses avantages pour les PME camerounais, africains et dans le monde entier. C'est d'apprendre la méthodologie de transmission sans risque, de transition sans risque. Et puis, c'est de repartir avec un plan d'action clair pour votre entreprise. Donc, c'est un peu ça le plan, mais l'objectif en fait de ce webinaire. Alors, commençons par les limites d'Excel. Alors, on va plus présenter Excel. Excel, c'est un très grand outil qui date de beaucoup d'années. C'est un tableur à la base. Et ce tableur-là nous permet, en fait, de faire énormément de choses. Ça nous permet de faire de la comptabilité, ça nous permet de faire des suivis clients, ça nous permet d'avoir des facturations, etc. Donc, c'est un outil qu'on ne présente plus. On connaît très bien l'efficacité de Excel. Pendant de nombreuses années, Excel a énormément aidé de nombreuses entreprises à accroître leur croissance, à automatiser un certain nombre de choses ou bien à suivre un certain nombre de données. Mais aujourd'hui, Excel se trouve un peu limité face à les nouvelles objectifs, à les nouvelles attentes de nos jours, en fait. C'est un peu de ça qu'on va essayer de déballer. Alors, la première chose, c'est déjà qui est avec Excel, c'est les erreurs de saisie qui peuvent être très coûteuses. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que autant Excel est un très bon outil, mais en ce qui concerne le côté des collaborations ou le côté euh, des erreurs, ce n'est pas le cas. Beaucoup de personnes qui utilisent Excel ont été confrontées à ce type d'erreur. Vous faites une facturation, vous voulez mettre, par exemple, 150 000, mais vous mettez 15 000. Vous vous rendez compte de ça des mois après, lorsque la facture est déjà allée chez le client ou bien chez le fournisseur, etc., etc. Ou lorsque vous avez fait votre déclaration, et puis c'est 5 mois ou 3 mois plus tard que vous vendez comme tiens, on avait mis un zéro de moins ou un zéro de plus. Donc ça peut être lorsque vous avez émis une facture, au lieu de mettre le zéro qu'il faut, vous faites un zéro de moins et ça crée des soucis. Ou bien dans votre compta, lorsque vous êtes en train de faire votre compta, vous faites un zéro de plus. Dans les deux cas, c'est catastrophique dans tous les cas. Donc, c'est les erreurs très courantes avec Excel. Une autre limitation de Excel, c'est l'absence de traçabilité. Ça veut dire quoi en fait? C'est que ben, il peut arriver que lorsque plusieurs personnes travaillent sur un même fichier, ben, il y ait quelqu'un qui a fait une modification, qui a tout cassé, ou bien qui a changé un certain nombre de choses. Et sur le coup, on n'arrive pas à savoir qui est-ce a effectué la modification. C'est qui a fait cette modification, qui a cassé quoi, etc., etc. Alors, c'est vrai qu'Excel a beaucoup évolué aujourd'hui. On peut rentrer un tout petit peu en arrière, regarder un peu historique, etc. Mais déjà là, c'est très problématique en fonction même des droits. Les droits des modifications ne sont pas assez poussés, sont assez très limités à ce qui peut faire quoi, qui ne peut pas faire quoi. Dans un fichier où il y a plusieurs lignes, c'est vrai, vous pouvez masquer certains fichiers, vous pouvez bloquer certains accès à certains fichiers, mais vous voyez que ça commence déjà à être lourd. Sur une colonne ou bien sur une feuille, c'est difficile de dire que ben,
tu as accès à ceci, tu n'as pas accès à cela, tu as accès à telle information. Ou la personne a accès à toute la feuille, mais ou elle n'a pas accès. Et ça devient très, très compliqué. Autre chose qui est très problématique avec Excel, c'est les versions multiples et les confusions. Alors, j'ai ma première version d'Excel qui est les factures clients, peut-être qui date de 2024. Vous voyez que on va se retrouver à faire version 3, fin, etc., etc. Après, on aura vraie version finale et autres. Et voilà, votre collaborateur peut être en train de travailler avec l'ancienne version de 2024, alors que vous avez créé une nouvelle version vraie, finale et autres. Il n'est pas au courant. Il commence à travailler avec cette ancienne version et vous vous rendez compte de cela des mois après. Ça, c'est très problématique. Autre chose, c'est qu'il est difficile de travailler en simultané, de manière simultanée sur un fichier Excel. C'est compliqué. Alors, c'est d'autres personnes trouver des solutions, par exemple en ayant un serveur centralisé dans lequel ils vont mettre le fichier Excel, sur lequel ils vont travailler. Le problème avec ça, c'est que la première personne qui a ouvert le fichier, ben, les autres personnes qui viennent après ne peuvent pas travailler sur ce fichier-là. Ça veut dire que si votre collègue a ouvert le fichier, il a fini de travailler le fichier, il a oublié de fermer le fichier, vous qui voulez venir travailler, tant qu'il n'a pas fermé le fichier sur son instance, il ne peut pas travailler. Imaginez, c'est un fichier client ou bien sur le fichier sur lequel il fait la facturation. Il a ouvert, il est sorti, il n'est pas rentré. Son poste est là, il est verrouillé, mais c'est ouvert. Son poste n'est pas éteint. Ben, vous ne pouvez pas travailler tant qu'il ne vient pas fermer le fichier sur son serveur. C'est un gros problème en termes de travail de collaboration, en fait. Donc, c'est un problème. Un autre problème lié à Excel, c'est que, compte tenu du fait qu'il est difficile de pouvoir travailler en collaboration sur le même fichier, compte tenu du fait qu'il est difficile d'avoir un seul fichier centralisé où tout le monde pourra travailler de manière simultanée, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on se partage des fichiers soit par mail, soit par clé USB. Donc, on va récupérer le fichier dans une clé USB, on va donner à son collègue. Mais tiens, je te donne le rapport de telle année. OK, il récupère son fichier sur Excel qui est dans sa machine, il met dans une clé USB, il envoie à son collègue. Le problème avec ça, c'est que ben, vous vous retrouvez avec des fichiers potentiellement confidentiels dans une clé USB qui peut se garer, qui peut se retrouver sur X endroit. Votre employé peut le laisser dans son sac, ou votre collègue le laisse dans son sac, puis il va faire la photocopie je ne sais où, et la personne, ce qu'il peut faire, il voit, ah tiens, un bilan de l'année telle, mais entre le moment où il veut faire récupérer un fichier pour faire l'impression ou je ne sais pas quoi, mais il a le temps de copier le fichier du bilan de l'année dernière qui est confidentiel. Pourquoi? Parce que, à cause d'Excel, on est obligé de se partager les fichiers de cette manière-là, en fait, quoi. Et puis, l'autre problème, c'est la perte du temps dans les rapports. Donc, il faut faire des heures, il faut fouiller sur votre fichier Excel si vous voulez faire absolument des rapports et autres. Euh, il faut consolider plusieurs données, plusieurs fichiers Excel pour créer un rapport, et, etc., etc. Et cela nécessite forcément des compétences très poussées en Excel. Ce n'est pas tout le monde qui maîtrise les formules, les recherches, les RIF et autres pour pouvoir faire un fichier Excel en bonne et due forme. Donc, on voit très bien que fichier Excel, certes, est un très bon outil, mais pour des PME ou bien pour des entreprises qui veulent être dans une dynamique de croissance, dans un esprit de collaboration, de confidentialité, de protection des données, ça devient très compliqué. Alors, c'est vrai que, il y a des solutions qui ont décidé, il y a des solutions qui ont été apportées ou bien les améliorations qui ont été apportées. Par exemple, si vous avez Excel Online, vous avez la possibilité d'avoir un seul endroit où centraliser vos données, qui est OneDrive, dans lequel tous vos employés pourront avoir accès à ce fichier, ils pourront y travailler. Le problème majeur dans ça, c'est le coût. Pour que vous ayez cela, il faudrait que tous vos employés soient sur Office 365 et ça coûte pas, ça coûte un peu un bras, ça coûte un peu cher pour les entreprises. Et même au-delà de ça, ce n'est plus trop de l'Excel, c'est un langage différent. Ça veut dire que lorsque vous voulez peut-être faire des fichiers, des automatisations, c'est un peu limité qu'Excel en fait. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, sur Excel avec le langage VBA, avec beaucoup de choses, avec vos fichiers d'automatisation que vous pouvez faire, que ce n'est vraisemblablement plus pas possible
de le faire avec Excel Online, qui est un outil qui a été développé par Microsoft pour pallier en fait à ces problèmes qu'on vient citer en rapport avec Excel. Alors, pour un peu illustrer à peu près les problèmes qu'on peut avoir sur Excel, on a créé quelques petits fichiers sur Excel et on va vous montrer un tout petit peu les différents problèmes qu'on peut avoir avec Excel. Donc, je vais changer le partage et puis on va aller sur un autre fichier sur mon bureau et on verra à peu près les petits problèmes qu'on peut avoir. Donc, on va arrêter d'abord ce partage-ci et puis on va aller sur, on va aller par exemple sur partage écran et anglais. Oui, j'autorise. Sur fenêtre. Et puis, on va aller sur ma fenêtre, sur mon deuxième écran, en fait. Et on va voir à peu près les quelques petits problèmes qu'on peut avoir avec le fait d'utiliser Excel. Alors, j'espère que vous voyez mon écran. OK. Si vous voyez mon écran ici, on va relever quelques problèmes avec l'utilisation d'Excel. Donc, le premier problème, c'est des doublons. Donc, vous voyez ce fichier d'Excel, ben, parce que peut-être vous n'avez pas mis en place un système de nomenclature structuré qui est bien défini. Ben, plusieurs personnes travaillent sur ce fichier. Chaque personne aura sa façon de rédiger ou bien d'entrer les données qui peut être très problématique plus tard, lorsque vous allez peut-être vouloir faire de la synthèse de données. Et ça, c'est un problème pour vous. Donc, si vous voyez ici, on dit doublon possible. Donc, entre le client 1 et le client 4 et le client 8. Donc, vous avez le client 1 ici, c'est écrit établissement Baptiste plus ça. Ben, si on regarde le client 4, ben, on a Baptiste plus ça, alors qu'on avait établissement Baptiste ça. Et maintenant, ici, nous avons au niveau des 4, Baptiste plus ça. Et ici, vous arrivez, par exemple, c'est un premier problème en rapport avec les doublons possibles. Si vous regardez encore l'autre problème, au niveau de client 3 et client 10, vous avez quincaillerie du centre qui est écrit là. C'est peut-être mon client Jean, ou bien mon collègue Jean qui l'écrit, comme ceci. Et maintenant, si on vient et on regarde, par exemple, le client 10, qui est ici, vous voyez que j'ai quincaille du centre. Donc, ça, c'est déjà encore un doublon ou une situation qui peut prêter à confusion. Si on continue toujours avec les doublons possibles, si vous voyez le client 2 et le client 14, ici, donc j'ai le client 14, j'ai construit CAM. Si je viens avec 14, ben, j'ai construit CAM en minuscule. Donc ça, c'est encore des doublons possibles. Puis, si on va sur le formatage de téléphone, c'est-à-dire la ligne de téléphone, bon, j'ai mon collègue Mathurin qui, lui, il écrit de cette manière-ci. Puis, j'ai mon collaborateur Jean, lui, il met les indicatifs qui sont devant, etc., etc., etc. Vous voyez qu'avec Excel, il est permissif, il ne vous interdit pas de faire un certain type de formatage selon ce que vous voulez. Et ça, c'est très problématique plus tard lorsqu'on veut faire un traitement des textes parce qu'en fait, la manière dont on entre les données n'est pas harmonisée. On va continuer avec les emails manquants. Ben, il a, au niveau d'ici, il a un email qui n'a pas mis, ou bien il y a les emails qui sont incohérents. Vous avez par exemple sodecao@gmail.cm, ce n'est pas possible que Sodecao, qui est une entreprise, et on sait que Orange.cm n'est pas un client de messagerie comme Gmail et compagnie autres. Vous voyez que avec ce fichier Excel, il y a de fortes chances qu'il y ait des erreurs qui sont dues à la nomenclature, qui sont dues à plein d'autres choses qui font que de Excel, un outil certes puissant, mais qui est très permissif sur beaucoup de choses. Et c'est ça qui est problématique, en fait, pour une entreprise ou bien pour une PME. L'absence d'harmonisation, de la manière dont on entre les données est un problème. Et là, ça c'est parce que moi, quand mon client, mon collègue m'a donné le fichier, ben, moi, je l'ai enregistré comme j'ai l'habitude de l'enregistrer. Il n'y a pas dans Excel un élément d'alerte. Tu vas dire, mais non, tiens, en fait, tu es en train de mettre étapes Baptiste ici, mais non, ça existe déjà quand vous allez entrer ici. Il faut la vigilance de l'un d'entre nous pour dire non, non, tiens, c'est déjà enregistré. Alors, c'est vrai,
comme je l'ai dit, on peut créer des fichiers avec le VBA où on va voir l'automatisation, où on va mettre du code, etc. Mais ce n'est pas à la portée de tout le monde de pouvoir mettre ce genre de système. Et il faudrait que dans votre équipe, vous ayez des experts sur Excel pour pouvoir l'utiliser. Et pour une PME, on sait très bien que ce n'est pas tout le temps le cas. Donc ça, c'est une première problématique qui a un rapport avec Excel. Si on continue, avec d'autres fichiers qu'on peut avoir avec Excel pour voir d'autres problématiques qu'on peut avoir. On peut avoir ce petit fichier en rapport avec le modèle de devis que vous voyez ici. Bon, ça, c'est juste un exemple simple pour vous montrer à peu près les limitations qu'on peut avoir avec Excel. Mais c'est que dans mon fichier qui est ici, qui est un fichier simple, je dois devoir entrer manuellement mes produits. Donc, ça dit que je mets RIF, je mets la description, je mets la quantité, je mets le prix unitaire, etc., etc. Et je dois pouvoir chercher le nom du client, l'adresse, etc., etc. Lorsque vous faites une fois, ça passe. Mais si vous êtes une entreprise qui fait énormément de facturations, au bout d'un certain temps, ça devient très problématique parce que vous êtes obligé d'entrer des données très fréquemment, régulièrement. Et si vous faites ça chaque fois, tous les jours, vous devez entrer manuellement le numéro. Vous pouvez confondre le numéro de référence du produit, ne pas mettre la bonne description. Bon, la quantité, ça peut aller. Bon, c'est un tableur, vous pouvez faire des calculs, etc. Ça va aller. Donc, vous voyez que ça devient très fastidieux de le faire si vous avez amené à faire plusieurs devis en une journée. C'est très problématique. On va peut-être continuer avec un dernier exemple pour voir à peu près le problème qu'on peut avoir avec Excel. Si on vient, par exemple, sur un fichier de stock que j'ai ici, donc, vous voyez que je dois déjà d'abord connaître comment créer ce type de fichier. Ce n'est pas donné à tout le monde de savoir créer de type de fichier. Donc, je dois avoir un fichier de référence, etc. Donc, on voit que dans la nomenclature qu'on a fait, on a essayé à peu près de faire une bonne nomenclature, mais jusque-là, on a quelques erreurs de formatage qui montrent en fait que on n'a peut-être pas bien entré, on a mis les points, on a mis les virgules, bon, bref, c'est pour montrer à peu près les limites qui sont liées à Excel. Certes, c'est un très bon outil, il faut avoir les compétences pour créer un tableur de ce genre. Il n'y a pas des éléments qui vous permettent de pouvoir, comment je vais dire ça, de pouvoir limiter les erreurs humaines qui peuvent arriver. Donc ça, c'est un vrai problème avec Excel, qui est un très bon outil, ça, on ne va pas le mentir, mais qui peut avoir des conséquences, qui peut être un frein dans l'utilisation quotidienne pour une PME, pour tout type d'entreprise à cause des erreurs qu'on peut faire avec Excel. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on pouvait dire avec Excel. Maintenant, on va revenir sur notre présentation et on va présenter une solution qui peut pallier à ce problème lié à Excel. Quand on est une PME, une TPE et même des grandes entreprises, les petites et les moyennes entreprises peuvent adopter ce système qui est de Deliba. Donc, on a vu déjà les limites de Deliba, de Excel, pardon. On a vu ce que ça peut être, ça peut avoir comme limite. Et on a vu qu'il y a quand même des solutions qui est quand même euh, qui est Excel Online. Et il y a Google, par exemple, qui a mis comment ça s'appelle encore? Comment j'ai oublié le nom du fichier, le système qui est Google Sheet, voilà. Il y a Google Sheet, mais comme je l'ai dit, tous ces éléments sont des tableurs. Et le fait que ce soit des tableurs, ça demande certaines compétences. Vous devez créer vous-même votre structure, vous devez créer vous-même les différentes lignes, les différentes colonnes, la façon dont vous allez structurer les données, comment vous allez récupérer. Si vous n'avez pas mis sur Excel, c'est clair que vous pouvez très vite casser votre fichier. Alors, quelle est donc la solution qu'on peut proposer à des entreprises pour pouvoir quitter de Excel, qui est un outil formidable, on l'a dit, on va pas le cracher dessus, et à un outil qui va limiter les erreurs, qui va me permettre à ce qu'on ait plus des erreurs qu'on a citées plus haut. Par exemple, les erreurs en rapport avec le montant. On a mis un chiffre, un zéro de plus ou un zéro de moins. On n'aura pas de problème en rapport avec qui a modifié ce fichier ou qui n'a pas modifié. Et surtout, on n'aura pas ce problème de devoir exposer notre entreprise par des données qu'on aurait partagées sur la feuille Excel. Donc, la solution qu'on propose, c'est Deliba.
Alors, qu'est-ce que Delibar? Delibar est une solution de gestion d'entreprise tout en un qui regroupe la gestion commerciale. Dans la gestion commerciale, vous avez devis, commandes, factures et compagnie et autres. Vous avez la gestion des stocks et des produits. Vous avez la comptabilité et la trésorerie. Vous avez la gestion des relations clients. Vous avez la gestion des projets, la gestion des ressources et bien d'autres modules complémentaires. L'avantage de l'IBA, c'est que il y a des modules, c'est un système modulaire. Ça veut dire que vous activez que ce dont vous avez besoin. Donc, si vous êtes une plus petite entreprise, vous êtes une ou deux personnes, vous activerez que des modules que vous avez besoin en fonction de votre taille. Au fur et à mesure que vous allez grandir, vous allez activer des modules supplémentaires. Et si les modules natifs de l'UBA ne sont plus, ne correspondent plus à vos besoins, vous pouvez développer des modules complémentaires. C'est ça l'avantage, en fait. Un autre avantage, c'est que Deliba vient déjà avec un écosystème, avec une structure qui vous évite de devoir créer vous-même vos tableurs. Ça ne nécessite pas des compétences poussées, ça ne vous nécessite pas de connaître comment est-ce qu'on fait des différents formules en Excel et autres. Non, ça ne nécessite pas cela. C'est déjà conçu pour vous, pour l'utilisation directe. Alors, pourquoi donc de l'IBA? La première chose qu'il y avait de l'IBA, qui nous incite à vous qui vous qui nous pousse à vous encourager à utiliser le Liba, c'est le coût qui est accessible. C'est un logiciel gratuit. Il est open source. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'achetez pas pour avoir le logiciel. Contrairement à nos jours aujourd'hui, si vous voulez avoir Excel de manière correcte, vous devez avoir un abonnement Office 365. Ce n'est plus gratuit d'avoir Excel. Si vous voulez avoir Workspace, si vous avez un compte, si vous voulez avoir Google Sheet, vous devez, pour votre entreprise, de manière individuelle, vous devez votre compte Gmail, mais pour votre entreprise, il faudrait que votre entreprise ait une instance Workspace et que chacun de vos employés ait un compte Workspace dans lequel vous aurez Google Drive, dans lequel vous aurez Google Sheet et autres. Mais là, c'est un coût. Mais dans ce cas de Doliba, il est gratuit, ça veut dire que vous ne payez pas. Donc, pas de frais de licence annuels. Ça veut dire qu'au bout d'un an, on vous dit que bon, vous avez 10 utilisateurs, il faudrait que vous payiez par rapport au nombre d'utilisateurs. Non. Vous avez un investissement unique qui est qui est lors de l'installation et de la personnalisation. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment gratuit, il faut qu'on le dise la vérité, mais c'est juste que vous n'avez pas un paiement récurrent. Si vous avez des compétences techniques pour installer et configurer Doliba, il est gratuit. Mais si vous n'avez pas les compétences techniques, mais vous allez faire un investissement unique qui sera lors de l'installation et de la configuration en fonction de vos besoins. Maintenant, il est adapté à votre contexte. Vous pouvez décider de le mettre en ligne, ou vous pouvez décider de le mettre en local. Donc, en fonction de votre mode, ce que vous préférez. Donc, si vous le mettez en local, vous n'avez pas besoin de la connexion Internet. Vous le mettez dans un ordinateur qui sert de serveur. Vous mettez ce serveur en réseau avec des autres ordinateurs. Et lorsque Doliba est ouvert, vous n'avez pas la contrainte que, tiens, mon collègue a ouvert le fichier Excel, il ne l'a pas fermé, mais moi, je ne peux pas avoir accès à ça. Non, vous n'avez pas ce problème. Tout le monde pourra accéder de manière simultanée, instantanément. Vous pouvez consulter de manière instantanée, au même moment, la même page, la même documentation, etc., sans pour autant que ça ait un impact. Vous avez une interface disponible en français, en anglais, en espagnol, etc. Vous avez une conformité réglementaire fiscale en fonction du Cameroun, c'est-à-dire que lorsque vous installez votre instance de Doliba, vous avez la possibilité de précharger le module OADA, comptable de votre pays. Pour le cas du Cameroun, c'est OADA. Et ça supporte très bien le franc CFA de manière native, ce qui n'est pas très le cas de certains logiciels où vous devez devoir adapter la devise. Mais dans le cas de Doliba, ce n'est pas le cas. Et c'est très évolutif, c'est-à-dire en ce sens que si au bout du temps, pour de certains temps, vous avez des modules qui ne sont pas, vous avez besoin de d'autres fonctionnalités supplémentaires, mais comme il est open source, c'est-à-dire que le code source est libre de droit, vous avez la possibilité de pouvoir vous créer un module qui est en fonction de vos besoins ou d'aller sur la marketplace de Dolibar, qui est de l'e-store, et de trouver un module qui peut correspondre à vos attentes et l'acheter et le mettre dans votre instance sans pour autant que ça ajoute des frais supplémentaires. Donc, c'est tout l'intérêt, en fait, d'utiliser Dolibar. Donc, on a un peu prévu
pourquoi utiliser Doliba? On a vu les limites d'Excel, malgré que c'est un outil extraordinaire. On a vu Doliba et pourquoi vous pouvez l'utiliser. Maintenant, lorsqu'on est déjà sur Excel, comment est-ce qu'on fait pour basculer sur Doliba? C'est la bonne question. On a utilisé Excel pendant des années, comment est-ce qu'on s'y prend? Donc, on va vous parler des étapes, des méthodologies de transition en 5 étapes. La première étape, c'est un audit et une analyse de vos besoins. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'il faut venir voir ce que vous faisiez déjà. Est-ce que vous avez un fichier des inventaires sur Excel? On va faire une identification de votre processus métier. Comment est-ce que vous travaillez avec Excel? Quelles sont les différentes fenêtres que vous avez, feuilles que vous aviez? Quelles sont les données que vous avez dans les différentes feuilles? Quelles sont les analyses des données que vous aviez? Et puis, on va regarder vos objectifs, vos KPI, etc. Donc, l'idée ici, c'est de comprendre à peu près comment vous travaillez avec Excel. Vos fichiers que vous avez, les codifications que vous avez faites, etc., etc., etc. On commence toujours par ça. On peut bien comprendre votre travail. Après, on a une configuration personnalisée. Dans cette configuration, on va se servir des fichiers que vous aviez. Donc, on va installer un Dolibar sur votre infrastructure. On active les modules nécessaires. Et c'est grâce au fait qu'on ait d'abord fait une première étude de, de votre structure, etc. Et on a compris à peu près ce que vous faites. Et puis, on va personnaliser Dolibar en mettant vos logos, vos documents, vos numérotations, etc. On fera une configuration des droits d'utilisateur. C'est quoi, en fait, c'est quoi? C'est définir qui a le droit de faire quoi, qui n'a pas le droit de faire ceci, qui peut consulter ceci, qui peut consulter cela, etc. Et puis, il y a la migration des données. Donc, dans la migration des données, c'est quoi? On va quitter de vos fichiers Excel. On va faire un pré-formatage pour qu'il corresponde aux entrées qu'attend Dolibar. Et donc, on va l'intégrer dans Dolibar. Il faut noter que Dolibar a un module d'export et d'import des données. Donc, ça dit que c'est déjà conçu, c'est déjà prévu que les personnes qui utilisaient déjà Excel puissent venir travailler sur Dolibar en partant d'Excel. On va vous montrer ce module et comment ça se comporte. Et puis, il y a la formation de vos équipes parce que c'est important. C'est un changement radical entre Excel que vos employés utilisaient depuis longtemps et maintenant Dolibar. C'est un changement radical et il faudra former vos différents collaborateurs pour que ceux-ci puissent s'imprégner, puissent comprendre la logique des règles de Dolibar, ils puissent comprendre comment est-ce qu'ils doivent utiliser dorénavant Dolibar, où est-ce qu'ils doivent entrer dans telle fenêtre, etc., etc., etc. Et puis, il y a cet accompagnement, forcément, qui est important pour que vous puissiez maîtriser cet environnement au fil du temps. OK. Donc, on a beaucoup parlé, on a expliqué à peu près les limites de Excel, la solution qui est Dolibar et la méthodologie pour pouvoir aller vers Dolibar. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous montrer concrètement l'interface de Dolibar. Donc, je vais encore fermer cette présentation. Et puis, je fais un partage à nouveau. Et on va essayer, de là maintenant, je vais faire un partage. Alors, est-ce que je peux faire un partage de fenêtres? Effectivement. Fenêtre. Et puis, je vais choisir. Alors, donnez-moi une minute, le temps que je prépare au mieux la fenêtre en question. Voilà. Je reviens chez nous ici et je peux maintenant partager simplement la fenêtre, tout simplement. OK. Donc, je suppose que vous voyez ma fenêtre. Nous sommes là sur Dolibar. Donc, étant donc sur Dolibar, nous sommes sur la page d'accueil. Vous voyez déjà que avec Excel, vous deviez créer vous-même votre page d'accueil. Vous devez créer un dashboard, comme c'est couramment appelé, dans lequel vous allez devoir afficher les éléments
récapitulatif. Avec Dolibar, il vient déjà nativement avec cette, cette disposition de dashboard. Vous avez une vue globale euh, de votre instance. Vous avez les différentes propositions commerciales, celles qui ont été refusées, celles qui ont été facturées. Vous avez des commandes, vous avez les différentes factures, toutes les factures, et vous avez directement une facture impayée, enfin, qui est en retard. Donc, dès que vous vous connectez, vous avez déjà les données qui vont vous permettre de savoir, bah, aujourd'hui, je vais m'attaquer à telle chose ou telle chose. Vous avez la facture, la partie facturation fournisseur. Vous avez déjà un retard, deux retards de paiement en fois avec ça. Donc, directement, lorsque vous vous connectez, vous pouvez dire, ah, tiens, j'ai ce fournisseur-ci que je n'ai pas payé, donc il faudrait que je prévoie un peu près pourquoi est-ce que ça n'a pas encore été réglé. J'ai une facture qui est en retard de paiement d'un client. Alors, pourquoi c'est le cas? Donc, d'entrée de jeu, vous avez déjà des métriques qui vous permettent déjà de savoir à peu près où est-ce que vous allez pouvoir orienter votre travail. Donc ça, vous n'avez pas besoin de le faire. Il est déjà natif à Dolibar dès qu'il arrive. Donc l'une des premières choses qu'on fait généralement avec Dolibar, c'est qu'on va sur la partie configuration. Et sur la partie configuration, vous avez déjà la première chose qui est censée être faite, c'est la configuration de la société. Donc ici, on met le nom de la raison sociale, la devise que vous utilisez, et vous voyez très bien qu'il y a énormément de devises en fonction des pays. Bon, nous sommes au Cameroun, donc c'est franc CFA qui sera préchargé, que vous allez choisir. Vous choisissez le pays, vous mettez votre adresse, vous mettez le numéro de téléphone, vous mettez les logos, etc., etc. Vous faites une description de votre entreprise. Vous désignez qui est le directeur général de l'entreprise, quel est votre capital. Vous mettez énormément d'informations en rapport avec votre entreprise, comme le numéro de registre de commerce, le numéro d'identifiant unique, etc., etc., etc. Donc, si vous êtes assujetti à la TVA, c'est ici que vous allez devoir activer si vous êtes assujetti à la TVA ou pas. Donc, vous faites ce premier paramétrage qui est très important en rapport avec la société. Vous pouvez vous faire aussi en rapport avec les réseaux sociaux, les horaires de travail et vous avez la partie comptabilité. Dans cette partie comptabilité, on va dire pour cela que quand vous êtes une petite entreprise, une PME, vous n'êtes peut-être pas encore un comptable en interne. Vous aurez peut-être besoin d'un cabinet comptable qui va vous accompagner. C'est un cabinet comptable qui peut être une entreprise ou bien ça peut être une personne tierce qui est une entreprise. Donc ici, vous avez la possibilité d'entrer ces informations de ce cabinet en question ou bien de cette personne qui gère votre comptabilité, de telle sorte que lorsque vous allez faire des facturations en rapport avec ce client, ben, euh, ça pourra entrer dans votre comptable. Vous voyez bien ici que si vous avez un comptable externe, vous devez saisir ces informations ici. Donc, vous saisissez ces informations de base sur Dolibar ici pour la configuration. Donc, une fois que vous l'avez fait, la deuxième chose qui est importante à faire sur Dolibar, c'est d'aller sur la partie configuration et d'aller sur la partie module. Vous aviez pour le moment à date sur Dolibar 82 modules. Nous, ici, on a installé, par exemple, on a activé 56 modules sur les 82 modules. Vous activez des modules dont vous avez besoin. Les modules utilisateurs pour voir les différents utilisateurs. De base, c'est activé par défaut. Et vous n'avez pas la possibilité de le désactiver. C'est normal. Parce que si vous le désactivez, ben, les gens ne pourront plus se connecter sur Dolibar et vous ne pouvez pas vous connecter. Puis, vous avez des modules comme adhésion. Ça, c'est pour des personnes qui sont des ONG ou des associations, généralement les associations, pour pouvoir gérer les différents adhérents. Ça, c'est beaucoup plus les associations. Vous avez des modules de demande de congé, vous avez des modules de notes de frais. Ça, c'est courant pour des PME. Les notes de frais, c'est quoi? Vous avez votre commercial qui a payé le transport pour aller voir un client ou bien a invité un client à un restaurant, etc., etc. Ce sont des notes de frais qui doivent entrer en comptabilité. Donc, vous avez ce module qui est intégré directement à Dolibar. Ce module-ci, c'est un module que nous avons développé, qui est un module qui permet de générer les contrats de travail de manière avec l'intelligence artificielle. Vous voyez l'évolutivité qui est possible avec Dolibar, qui vous permet à peu près de pouvoir créer vos propres modules. Puis vous avez le module tiers qui doit être activé. Le module tiers, c'est la gestion des tiers, c'est-à-dire clients, prospects, contacts. Puis vous avez le module commercial qui vous permet de faire des propositions commerciales. Puis, vous avez le module commande. Donc, bref, vous voyez que vous allez activer uniquement les modules que vous avez besoin. C'est ceux-là que vous allez devoir activer. Il y en a énormément en fonction du domaine d'activité que vous faites. Donc, ça, c'est la deuxième chose à faire
une fois que vous avez installé votre instance. Vous voyez qu'il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Il y a des services externes. Par exemple, si vous avez un compte PayPal, vous pouvez activer le compte PayPal ici. Vous avez un compte Stripe, vous pouvez activer votre compte Stripe, etc., etc., etc. Donc ça, c'est la deuxième chose à faire lorsqu'on a son instance de Doliba. Une fois que vous avez votre instance de Doliba, en fonction des modules que vous aurez activés, vous aurez plus ou moins cet onglet-ci qui va se précharger des éléments dont vous avez activé. Donc ça, c'est déjà la première chose. Maintenant, dans une entreprise, on a des fournisseurs, on a des clients, etc. Donc, il faudra pouvoir enrichir ces personnes-là. Donc, vous allez arriver sur le module tiers. Au niveau du module tiers, vous avez la possibilité d'avoir des prospects. Alors, qui est-ce qu'on appelle prospect? Dans Doliba, on tient compte du principe que avant que quelqu'un soit une entreprise, soit client, elle passe d'abord par une première étape qui est la prospection. Donc, vous avez rencontré votre commercial est allé auprès d'une entreprise, elle a eu un premier contact avec celle-ci, elle a proposé vos services et autres. Vous veniez enregistrer euh, ce client, ce potentiel client. Comme il est potentiel client, il est prospect. Parce que vous n'avez pas encore travaillé avec cette personne, ni vendu un produit, ni un service. Et donc, vous avez la possibilité d'avoir la liste des prospects ici. Nous n'en avons pas. La liste des clients, ce sont ceux avec qui vous avez déjà pu travailler. Donc, on a un peu enrichi à peu près euh, avec des données. Et puis, vous avez les fournisseurs. Donc, vous avez vos différentes personnes qui sont considérées comme étant fournisseurs. Donc, ça, c'est ce qui est natif avec Doliba. Puis, vous avez la partie contact. Vous pouvez voir la liste de vos contacts. Nous aussi, on a enrichi la liste avec des faux contacts. Ne vous inquiétez pas, ces numéros ne sont pas les vrais numéros. Ce sont des numéros qu'on a préchargés pour les différents tests que nous faisons habituellement. Mais vous deviez le faire. Pourquoi? Parce que ça vous permettra d'avoir toutes vos données centralisées en un seul outil. C'est-à-dire que votre commercial qui a besoin d'avoir le numéro d'un de vos fournisseurs, ben, il n'a pas besoin de vous appeler. Il n'a pas besoin d'aller chercher le fichier fournisseur qui est dans la machine de Romain. Non, tout est dans votre instance. Il a besoin d'accéder à tel client, à tel contact de tel client ou bien de tel fournisseur. À partir du moment où vous l'avez enregistré dans votre instance de Libar, vous voyez que c'est toujours réparti en prospect, fournisseur, client. Donc, vous pouvez enregistrer la liste. Pour le moment, on n'a pas de contacts prospects, mais on a des contacts. On n'a pas de contacts non plus sur client, mais il y a des contacts euh, fournisseurs ou bien c'est autres qu'on nous a mis finalement. Donc oui, on a mis sur autres. Donc, mais vous pouvez répartir de cette manière-là. Ça, c'est parce on n'a pas fait le filtre comme ça se devrait. Mais vous voyez comment vous pouvez y travailler là-dessus. Vous pouvez répartir des, des contacts en fonction de la catégorisation qui est ici pour faciliter la tâche. Et vous pouviez donner les habilitations à vos employés en fonction des différentes des niveaux d'accès de chaque personne. Ça veut dire que pour quelqu'un qui est un commercial qui n'a pas besoin de connaître vos fournisseurs, vous ne donnerez pas les contacts fournisseurs, etc., etc. Donc, sur Doliba aussi, avant d'aller un peu plus loin, vous avez la possibilité de voir les différents utilisateurs ici. Donc, vous avez la liste des utilisateurs là. Je peux voir une vue hiérarchique, c'est-à-dire que qui est le super admin, qui est le supérieur de qui, les personnes qui sont en dessous de lui, sa arborescence, etc., etc. Donc, vous voyez comment vous pouvez structurer sur Dolibar la manière dont votre entreprise est structurée. Vous allez le faire la même chose ici. C'est important parce que, en fonction de cette structure, il y aura plus ou moins des personnes qui auront des habilitations que les autres. C'est pour ça que vous avez, c'est important de le faire. Et donc, si on prend par exemple un utilisateur, on verra à peu près les permissions que cet utilisateur a. Vous avez les informations en rapport avec ces utilisateurs, son salaire et compagnie et autres. Vous avez aussi les permissions. Donc, vous allez arriver sur la partie permission et c'est ici que vous allez déterminer qu'est-ce que votre employeur a le droit de faire. Est-ce qu'il a le droit de consulter les utilisateurs? Est-ce qu'il a le droit de consulter tous les entreprises, c'est-à-dire les fournisseurs, les prospects, etc., etc. Est-ce qu'il a le droit de faire une proposition commerciale? Est-ce qu'il a le droit de voir des commandes? Est-ce qu'il a le droit de faire une facturation? Est-ce que? Donc, vous voyez que vous allez pouvoir assigner des droits
et des permissions à vos utilisateurs. Ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Ce qui n'est pas le cas avec Excel. Vous donnez un fichier Excel à votre collègue, voilà, à part si vous avez des compétences vraiment en Excel pour pouvoir fermer certains onglets ou bien certaines feuilles, auquel cas, il a accès à toutes les données, même celles qui ne devraient pas avoir accès. Mais sur Deliba, ce n'est pas le cas. Vous pouvez définir ce dont vos employés ont accès ou pas. Donc, vous créez vos utilisateurs, qui sont à peu près généralement vos employés, et vous y mettez à peu près les informations qui correspondent à vos employés et vous leur donnez les droits et les permissions. Donc, ça, c'est ce qui est de la configuration minimale, si je peux dire, qui est fait sur Deliba. Après, maintenant, comme on a vu, on a le module de TS qui est soit un prospect, soit un client, soit un fournisseur, comme on l'a vu. Et maintenant, après ce module-là, vous avez un module produits et services. On va aller sur produits et services. Alors, on va espérer que la connexion soit assez fluide pour nous permettre d'aller. Alors, ici dans produits et services, vous avez la liste de vos produits que voici ici. Donc, on va vous montrer l'interface. Vous avez les stocks. Vous pouvez voir à peu près ce que vous avez en stock et les différents mouvements qui peuvent être faits et autres. Vous avez au niveau des services, la liste des services. Dans notre cas, je pense qu'on n'en a pas mis parce qu'on n'en a pas eu besoin. Donc, si vous êtes une entreprise de services, vous allez mettre des services. Par exemple, quoi les différences entre un produit et un service. Si vous êtes une entreprise, si vous vendez les clés USB, vous vendez les ordinateurs, vous allez l'enregistrer comme étant des produits. Par contre, si vous faites de la maintenance, par exemple, l'installation des systèmes d'exploitation ou bien sécurisation de vos données, ça sera des services. Donc, ça fait la différence entre produits et services. Si vous êtes une entreprise dans le BTP, ben, faire une fondation, c'est un service, mais peut-être faire une audit des structures des bâtiments, c'est un service. Bon, pardon. Oui, c'est un service. Un peu, enfin. Donc, c'est ça la différence entre service et produit. Et puis, lorsque vous êtes une entreprise qui vend des produits, ben, très souvent, vous avez plusieurs entrepôts. Les entrepôts sont considérés comme étant des magasins. Vous voyez que dans Deliba, vous avez la possibilité de créer plusieurs emplacements de vos produits. Par exemple, ici, vous avez entrepôt 1, entrepôt 2, entrepôt 3. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous entrez les données, c'est-à-dire des produits dans différents entrepôts, vous avez la valeur qui est dans ces différents entrepôts et vous avez à peu près le montant global de la marchandise que vous avez dans différents entrepôts. Donc, j'ai entrepôt 1, j'ai une marchandise d'une valeur de 843 000. Par contre, dans l'entrepôt 1, j'ai une valeur de 3 000, etc. et 5 000. Donc, vous pouvez organiser au mieux vos différents emplacements de vos produits et avoir les coûts ou avoir la valeur de ces différents entrepôts et autres. Et puis, vous allez pouvoir faire des mouvements. Les mouvements, ce sont les déplacements dans les différents entrepôts. C'est-à-dire que je peux déplacer un produit d'un entrepôt A à un entrepôt B. Et Deliba va devoir enregistrer tous ces mouvements. Ça vous permet d'avoir une certaine traçabilité une certaine traçabilité, ce qui n'est pas très facile avec les autres outils comme Excel et autres. Donc, tous les mouvements, que ce soit une sortie, que ce soit une entrée, que ce soit un transfert, comme vous avez pu voir ici, transfert de stock à masse, ou une facturation qui a été faite dans un entrepôt, tout cela sera enregistré dans votre Deliba. Donc, vous pouvez revenir des mois, des semaines, même des années plus tard pour comprendre, ben, attends, en date de tel, on était censé avoir telle quantité dans tel endroit, dans tel entrepôt, pourquoi ce n'est plus le cas? Et vous venez sur les différents mouvements qui ont été effectués et essayez de comprendre, parce qu'il y a la date, il y a même l'heure à laquelle c'est arrivé, et vous avez le produit qui a, qui a subi une modification ou un déplacement. Donc, c'est facile pour vous de pouvoir faire la recherche de manière très efficace. Dans Deliba, vous avez la possibilité de faire les inventaires, vous avez la possibilité de faire les expéditions, vous avez la possibilité de faire des réceptions. Donc, quand on est une entreprise qui vend des produits, on a aussi des fournisseurs. Donc, lorsque vous allez recevoir un produit, vous allez pouvoir réceptionner ce produit, ben, vous allez pouvoir faire le suivi des différentes réceptions qui ont été effectuées. Donc, dans notre cas, nous, on n'a pas fait dans notre instance. Donc, ça, c'est la partie produits et services. C'est un module aussi dont vous en aurez besoin. Vous avez un module en rapport avec la gestion de projet qui est très minimaliste, mais qui est tout aussi important. Maintenant, vous avez le module commercial.
dans lequel vous allez faire les propositions commerciales. Les propositions commerciales, ce sont des devis. Sur de l'IVA, c'est appelé proposition commerciale, mais c'est la même chose en fait. Vous avez la possibilité de voir la liste de tous les devis, qu'on appelle comme ça, qui ont été émis. Tous celles qui sont encore ouverts, qui sont signés, vous pouvez le voir ici. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir le montant global des différentes propositions que vous aurez établi. Donc, vous avez aussi la possibilité de voir toutes les commandes que vous avez effectuées, qui vont être listées là. Sur la partie commande, nous, on n'en a pas pour le moment. Et comme j'ai cliqué commande, vous allez pouvoir avoir un petit filtre. Vous allez voir les commandes validées, les commandes en cours, les commandes livrées, les commandes annulées, etc., etc., etc. Donc, vous voyez que vous n'avez pas besoin de construire une arborescence, vos différents fichiers. Ça a déjà été conçu et conçu pour vous. Ça a été pensé en avance. C'est déjà prêt à l'utilisation. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en Excel pour pouvoir créer vos différents tableaux et compagnie et autres. Non, c'est déjà fait pour vous et c'est assez fonctionnel en fonction des besoins d'une entreprise classique. Puis, vous avez la partie facturation. Dans la partie facturation, vous avez la possibilité de voir toutes les factures qui ont été émises. Bon, le temps que ça charge avec la connexion Internet, on va être un peu patient. On va encore un peu attendre. Je ne sais pas pourquoi c'est pas cette connexion là. OK, voilà, bref, voilà, c'est bon. Vous voyez que lorsque je viens sur la partie facturation, j'ai les métriques. J'ai la possibilité de pouvoir avoir les statistiques très rapides. J'ai tout ce qui est de paiement en retard de plus de 30 jours. J'ai les retards entre 15 et, et 30 jours. J'ai les retards en dessous de 15 jours. J'ai ce qui est encaissé, etc. Pardon. Donc, vous voyez que très facilement, vous avez la possibilité d'entrer, d'avoir des statistiques très rapidement. Donc, je peux avoir la liste de mes factures ici, factures clients. Toutes les factures clients qui ont été émises seront là. Et je peux faire des filtres par rapport avec ceux qui ont été payés. J'aurai que ceux qui ont été payés. Je peux faire des filtres avec ceux qui ont été impayés très facilement. J'aurai tous ceux qui ont été impayés et je pourrai contacter ces différents clients-là. Et puis, j'ai la partie facturation côté fournisseur. Je peux aussi avoir la liste des factures côté fournisseur et je peux toujours aller sur les impayés et je peux aller sur ceux qui ont été payés très facilement. En un seul clic, vous voyez que c'est quelques secondes. Je peux que vous avez bonne connexion. Et si vous êtes en local, vous n'aurez pas besoin de connexion et ça sera aussi très fluide. Donc, ça, c'est la partie en rapport avec les factures. Un autre module qui est courant, c'est le module banque. Dans le module banque, vous allez devoir créer les différents comptes bancaires dans lesquels vous allez pouvoir enregistrer les différents paiements. Bon, nous, dans notre cas, on ne l'a pas fait, mais très facilement, vous pouvez créer en ajoutant ici nouveau compte bancaire et vous allez devoir créer le nouveau compte bancaire. Donc, c'est très simple, c'est très intuitif, c'est pas compliqué. Si vous avez un compte sur EcoBank, vous allez créer le compte sur EcoBank. Si vous avez un compte UBA, vous allez l'entrer ici. Et lorsque vous allez effectuer un paiement ou un encaissement, ben, vous allez devoir le lier à ce compte et ça va vous aider à avoir, enfin, de voir, faire le suivi de ce que vous avez dans votre compte bancaire très facilement. On va encore un peu attendre, c'est la difficulté d'avoir que ce soit en ligne, c'est un peu lent aujourd'hui avec la connexion. OK, on va pas attendre très longtemps. Je vais te trouver une autre instance rapidement. Euh, on va un peu être patient avec la connexion. Ça peut être euh, l'inconvénient, par exemple, lorsqu'on utilise de l'IBA en ligne. Si vous n'avez pas une bonne connexion, ça peut ramer un petit peu, mais bon, comme on l'a dit, on peut le mettre en local. Alors,
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir, par exemple, faire une petite configuration sur un produit et essayer de faire une facturation. Et vous allez un peu voir comment est-ce qu'avec de l'IBAN, on peut éviter les erreurs. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on a déjà là une liste de tiers qui sont là. On ne va pas changer ça. Donc, dans notre liste que nous avons là, nous avons des différents tiers et vous avez ceux qui sont clients que ceux qui sont fournisseurs en même temps. Donc, pour avoir une tiers qui est client et fournisseur, toutes ces personnes-là sont des fournisseurs, ça c'est des clients, etc., etc. Ça, ce qu'on ne change pas ça. Maintenant, on va regarder nos produits. On a nos produits. On va choisir un produit et on va essayer d'entrer plus dans les configurations d'un produit en particulier. Supposons que j'ai ce produit qui est brique creuse, par exemple. Donc, on va entrer dans le détail du produit. J'ai la référence que j'ai enregistrée. J'ai le nom. C'est à l'achat et en vente. En même temps, on ne change pas ça. J'ai l'entrepôt, j'ai la gestion des stocks et je peux choisir par exemple l'entrepôt à lequel je voudrais qu'il soit. Je dis peut-être entrepôt 1, comme ceci. Je peux mettre quelques éléments. C'est un produit c'est une première matière ou bien c'est un produit manufacturé. Manufacturé, c'est des produits qu'on a, qui ont subi une transformation. Et puis, je peux mettre les codes comptables et autres. Bon, là, c'est pas pour ce qu'on veut. Je vais juste, ce qui m'embête un peu avec la fenêtre. Là, je vais enregistrer. Maintenant, je vais venir sur le prix de vente. J'ai déjà un prix de vente qui est associé. Donc, dans ce prix de vente, on va à peu près regarder à peu près. Je peux modifier le prix. Donc, j'ai mon prix de vente et je vais peut-être mettre un prix minimum pour que vous compreniez. Donc, ça veut dire quoi? Quand je paramètre mon prix, je dis je le vends à 220 francs. Je peux décider que le prix que je peux accepter après une négociation est par exemple de 200. Retenons bien le fait que j'ai dit que le prix de vente c'est 200 et que le prix minimum c'est que le prix de vente c'est 220 et que le prix minimum c'est 200. J'enregistre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retenir que ça, on a brique creuse. On va arriver sur un tiers en particulier. Je vais par exemple prendre ce client, établissement bâti plus. Et lorsque je suis sur ce client, je vais aller sur client, j'ai la possibilité d'avoir à peu près toute l'activité qu'il y a sur client. Je vais décider de créer une proposition. Donc, ça va pré-remplir les informations. Ça va directement lier ma proposition au client qui est Baptiste Plus très facilement. Il n'y a pas de souci. J'ai décidé que ma proposition, c'est aujourd'hui. Je peux mettre les dates de validité de ma proposition. Je peux baisser 15 jours, il n'y a pas de problème. Je peux choisir les modes de paiement. Est-ce que c'est à la réception? Est-ce que c'est un mois? C'est 30 jours après? Est-ce que c'est à la livraison? Est-ce que c'est une moitié avant? Donc, disons que c'est moitié avant. Et puis, j'ai choisi le mot de règlement. J'ai dit, par exemple, c'est en espèces, bouche à oreille, etc., etc. Bon, ça, pour le moment, ne change pas. Je valide. Lorsque je valide, je tombe maintenant sur mon interface qui permet de faire ma facturation. Donc, ici, j'ai la possibilité de retrouver tous mes produits et services très facilement. Donc, il n'y a aucune raison que je fasse une erreur. Et vous allez vous rendre compte que j'ai le libellé et j'ai le montant qui a été fixé. Donc, je peux directement faire une recherche. On a dit que c'était les briques. Je ne sais plus quelle était brique qu'on a choisi. OK, c'était brique creuse. J'ai choisi. Et vous voyez qu'automatiquement, ça a préchargé le prix. 220 francs. Alors, supposons que c'est 220 francs pour X raisons. Mon employé, il est distrait. Il ne sait plus, il a fait une mauvaise manipulation et il a retiré, il a mis 20 francs. Ou bien il a mis 22 francs. Prenons ce cas-là. Et il décide qu'il va ajouter le produit. Vous allez voir que j'aurai une erreur. On va vous dire, le prix de vente ne peut pas être inférieur au prix minimum que vous avez autorisé, qui est de 200 francs. Donc, vous voyez que avec Dolibar, les possibilités de faire une erreur sont minimes. À partir du moment où vous avez bien configuré votre instance, que vous avez mis les produits de vente et que vous avez mis le produit minimum, c'est difficile que votre employé fasse une erreur. Au pire des cas, il peut
facturer beaucoup plus. Mais dans tous les cas, vous allez pouvoir voir et voir l'historique. Mais il ne peut pas facturer moins. Ça veut dire que s'il fait une négociation avec, son, avec le client, il décide que voilà, c'est à 180 francs qu'il a vendu. Oh, et lui, il veut vous facturer peut-être à 200 francs. Vous allez voir. Mais sauf que le client, lui, va vouloir avoir une facturation à 180 francs. Donc, c'est facile de dire que bon, non, tu m'as dit que c'était 180 francs, pourquoi tu mets 200 francs? Bon, pour lui, ce problème qu'on a généralement dans les entreprises où vous avez votre employé qui facture autrement un autre prix que vous avez fixé et vous n'avez pas la possibilité de faire le suivi de ça, ben, c'est pas évident que ça soit possible de l'IBA parce que c'est un outil qui est centralisé. À partir du moment où vous avez déjà configuré votre instance, vous n'avez pas donné les droits à votre employé de modifier les prix ou même de modifier le produit, ben, il ne pourra pas le faire. Il ne pourra pas changer de facturation, il ne pourra pas facturer moins ou bien plus. S'il fait le plus à votre avantage, il ne pourra pas facturer moins sans que vous soyez au courant. Donc, c'est tout l'intérêt. Donc, on va juste choisir, on va mettre le bon prix. Alors, supposons maintenant que je décide que c'est 210 francs. Il a fait une négociation avec le client a discuté, on est d'accord, et vous avez mis une marge, vous avez dit que le minimum que vous pouvez accepter, c'était 200 francs. Donc, il peut se permettre de mener 210 francs. Donc, je peux facturer là et ça va entrer sans problème. Donc, ça, c'est la facturation que j'ai faite. Je peux continuer encore avec les différentes factures. J'ajoute une brosse à peinture. Automatiquement, ça va se précharger et je vais l'ajouter. Donc, vous voyez comment c'est facile de faire une facture avec de l'IBA. Ce n'est pas comme avec Excel que je dois avoir en mémoire la référence du produit, le nom du produit, la description du produit, le prix du produit. Non. Une fois que c'est déjà configuré, mais vous entrez les données tout simplement. Et il a la possibilité de faire une recherche en tapant le nom. Il n'a même pas besoin de taper vraiment tout le tapant. Maintenant, si je mets B, je mets R, il fait déjà un filtrage pour faciliter le travail. Vous voyez que si vous faites plus de factures comme ça en une journée, ben, vous n'allez pas ressentir la charge du travail. Donc, une fois que je l'ai fait, je valide. À chaque validation, on vous demande si vous êtes sûr de faire cette validation. On s'est passé en proposition validée et j'ai la possibilité de pouvoir prévisualiser sans forcément télécharger. Donc, je peux voir ma proposition qui est ici. Je vois que l'émetteur, c'est l'entreprise et c'est Baptiste Plus. Ça préchargeait aussi les informations de l'entreprise parce que je l'ai bien enregistré. Et vous voyez que là, vous avez une facture à bonne et due forme qui est réglementaire, qui a récupéré les informations que j'ai enregistrées au départ, des informations de mon entreprise. C'est pour ça que je vous disais au départ que c'est très important que vous entrez ces différentes informations, le registre de commerce, le numéro d'identifiant unique, etc., etc. C'est important que vous fassiez cette première configuration. Toutes les configurations que j'ai fait au départ par rapport à votre entreprise sont importantes parce qu'elles vont nous aider à pouvoir formater notre facture ou notre proposition plus tard. Donc, c'est important que vous le fassiez dès le départ. Et une fois que vous l'avez fait, vous l'avez fait une fois pour toutes et ça ne chargera plus. Donc, j'ai déjà ma proposition qui est ici, qui a été faite. Alors, j'ai fait ma proposition. J'ai la possibilité de l'envoyer par mail si c'est configuré. Bon, là, dans notre cas, on ne l'a pas configuré. Mais vous voyez que ça va précharger les éléments de l'entreprise en question. Donc, quand j'ai enregistré mon entreprise en question, j'ai mis la boîte mail de l'entreprise. Donc, automatiquement, Deliba a récupéré ces informations-là et puis elle a mis en plein jeu ma proposition et vous avez un peu formaté le message. Donc, vous n'avez rien d'autre à faire. Vous envoyez ça à votre client directement, il va recevoir ça par mail. Dans votre même instance, vous ne sortez pas de votre instance de Deliba. Vous ne téléchargez pas, vous ne transformez pas votre facture en PDF, vous entrez dans votre messagerie, vous formatez le message. Non, vous le faites directement sur Deliba en un clic, c'est déjà fait et c'est envoyé. Alors, supposons que j'ai envoyé ma proposition. Et une autre chose qui est intéressante, j'allais oublier, c'est qu'il y a la possibilité que votre client, non, c'est plutôt ceci que je voulais récupérer, mais puisse faire une signature électronique. Donc, lorsque vous allez l'envoyer le mail, il peut recevoir cette proposition de cette manière-ci. Il a la possibilité de l'accepter ou de la refuser. Donc, je vais l'accepter. Je vais mettre le nom Cyril et je vais mettre une signature comme ceci et je vais valider. Vous allez voir ce qui va se passer. Proposition acceptée, validée.
Si je reviens sur mon instance, bon, je vais rafraîchir. Bim, vous voyez que la proposition a été changée à signer. Donc, mon client a accepté la proposition. Il a créé ma proposition. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ce que je peux faire, c'est que je peux créer une commande si je ne l'ai pas en stock, à partir du moment où le client a validé sa proposition. Si c'était un service, je ferais une intervention. Donc, supposons que j'ai ça en stock dans notre cas. Donc, ce que je fais, c'est que je vais créer une facture parce qu'il est déjà accepté. Ça va précharger encore les informations de mon entreprise que je vais facturer la facturation. Ça va récupérer les informations que j'avais mis au départ dans ma proposition, sur laquelle le client est censé me payer une moitié en espèces. Je peux changer, bien sûr. Je peux décider que ce soit la commande. Je peux remplacer en disant qu'il va me payer 14 jours plus tard. Je mets la date de facturation, c'est en espèces. Je choisis le mode de compte. Pour le moment, nous, on n'a pas configuré, mais nous vous encourageons à le faire. Et puis, vous avez le récapitulatif. Ne faites pas attention à ces éléments parce qu'il y a beaucoup d'autres modules qu'on a préchargés dans cette instance qui ajoutent d'autres éléments en rapport avec tout ça. C'est effectivement un module de l'ITAB qui est là pour la gestion des hôtels, pour la gestion des restaurants. C'est pour ça que vous avez cet élément-ci. Ça n'a rien à voir avec une instance native qui n'a pas notre module. Et là, déjà, on revient, on a les récapitulations de notre proposition. Et en dessous, on a le récapitulatif des produits qui sont liés à cette proposition qu'on est en train de transformer en facture. Je suis d'accord avec ça, je fais la facturation. Donc, j'ai créé le bouillon. Donc, voilà comment je suis quitté de ma proposition qui a été validée par mon client et j'ai récupéré automatiquement tous les éléments de mon devis, peut-être comme ça, que mon client a validé et je l'ai transformé en facture. Donc, je regarde encore mes éléments de ma facture et je dis, je suis d'accord, je valide. Dès que j'ai validé, j'ai transformé ma facture, ma proposition, en une facture. Pour le moment, elle a un statut impayé. Donc, je peux prévisualiser encore une fois. Vous voyez que maintenant, j'ai une facture ici avec un numéro de facture et j'ai les éléments qui sont natifs de l'IBAN. Alors, j'ai fait ma facturation et mon client a décidé de me payer. Il décide de me payer. Je vais cliquer sur saisir un règlement et je récupère les éléments de ma facture. Je paye, mais supposons que mon client me dit non, je ne vais pas te payer 2710 francs. Il dit je vais te payer 1000 francs. Il valide comme ça. Vous êtes d'accord? On dit oui, je vais d'accord, je valide. Mon client a payé, vous voyez que ça passe à un règlement commencé. J'ai les informations ici sur laquelle il a payé une partie et j'ai le reste à payer. Et si on revient sur ma facture et que je vais la prévisualiser à nouveau, vous allez voir que en dessous, j'ai une ligne qui va s'ajouter. La date à laquelle il a fait le premier versement sera enregistrée sur ma facture. Et ça, ce n'est pas évident que vous fassiez ça avec Excel. Mais avec de l'IBA, c'est très facile, c'est très intuitif. Vous avez possibilité de le faire. Et vous avez cette première facture que vous pouvez envoyer à votre client. Vous dites, OK, j'ai reçu tes 1000 francs. Sache qu'il te reste 1710 francs à me payer. Vous renvoyez ça. Donc, c'est tout l'intérêt d'avoir ce type d'outils. Ça vous facilite la tâche. Ça, ça n'alourdit pas le travail que vous avez à faire tous les jours, mais ça vous permet d'avoir une traçabilité. Donc là, je sais que ce client, s'il me doit 1710 francs d'entrée de jeu, je sais qu'il a payé à telle date grâce à mon outil. Voilà ce qu'on peut faire avec de l'IVA, concrètement. Et si je viens sur mon client, je peux avoir le récapitulatif des éléments qui sont les activités ou bien tout ce qui a été généré à mon client. Donc, j'ai la proposition qui a été signée et j'ai la facture et j'ai le statut de la facture qui a été commencé à payer. Alors, supposons maintenant que mon client, il a reçu tout, il est content, il me dit, oui, je vais finir le règlement. Donc, il m'a payé, directement, je viens encore faire le nouveau règlement. J'ai choisi là la date, il m'a payé maintenant, plus en espèces, et disons qu'il m'a payé par virement bancaire. Voilà, disons n'importe quoi, je l'ajoute comme ça. Et là, je vais juste, parce qu'il a fini son paiement, je n'ai juste besoin de cliquer ici et automatiquement, ça va charger le reste du montant. Donc, vous avez pas aussi besoin de taper le reste du montant, automatiquement, ça devrait le faire. Donc, je valide. Oui, il a tout payé, etc. Alors, dans ce cas spécifique, alors j'ai dit, et c'est très intéressant, c'est que comme j'ai décidé que les paiements se font
en espèces, mais on sait très bien que les paiements par virement ne peuvent pas être faits en espèces. Ça, c'est très, très intéressant. Donc, vous voyez que la façon dont vous allez aussi déterminer le mode de paiement que vous allez devoir recevoir de votre client, ben, ça peut c'est conditionné aussi de la manière dont le mode de règlement qui peut être défini. Donc, dans ce cas spécifique, comme j'avais dit qu'il me payait par espèce, ben, c'est clair que je ne peux pas avoir un virement bancaire. Donc, je suis obligé juste de mettre espèce. Donc, je vais valider. Et dans ce cas, mon paiement devrait passer sans faute. Et là, j'ai tout. Et ce qui est encore intéressant, c'est que si je reviens pour prévisualiser ma nouvelle facture, ben, j'aurai la deuxième ligne de paiement qui a été réglée, etc., etc. Et ça aussi, je pourrais l'envoyer à mon client comme facture finale pour lui dire, OK, tu as tout réglé. Et ça s'est fait simplement en quelques clics sur Dolibar. Ce qui aurait été très compliqué de le faire sur Excel, encore une fois. Et j'ai un petit récapitulatif, j'ai ma proposition qui a été faite et j'ai ma facture. Je peux revenir sur cette proposition-là et je peux créer plus de choses comme la commande. Supposons que je ne l'ai pas, que je n'ai pas ces éléments avec moi. Je peux faire une commande là-dessus. Alors, c'est important de faire parce que si vous deviez, par exemple, si c'est un produit que vous allez livrer à votre client, nous on vous conseille toujours de faire une commande là-dessus. Donc, je vais laisser les éléments tels quels, je ne vais rien changer. Et puis, j'ai le récapitulatif des éléments. Je vais créer un brouillon par rapport à les commandes. Je vais créer effectivement ça. Je vais valider, je ne vais rien changer. Et oui, je suis d'accord. Et puis, j'aurai ma commande qui est là. Et si je viens ici, je vais prévisualiser. Ben, ce que je vais voir, c'est que j'aurai le numéro de ma commande. Si c'est un produit que je suis censé livrer à mon client, ben, vous allez voir que j'ai la possibilité de créer quoi? Un achat. Toujours pour ce même produit. Donc, je sais quitter d'une proposition qui a été faite. J'ai créé une facture, j'ai créé une commande, et je peux maintenant créer un achat dans le cas où je ne l'ai pas. Toujours avec la même proposition, sans me casser la tête, sans chercher c'était quoi le numéro de la proposition, c'était quoi les éléments qui étaient dans la proposition. Est-ce que. Non, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête là-dessus. Tout est déjà prêt construit, tout se charge automatiquement. Doliba se charge de lier les éléments entre elles pour vous faciliter la tâche. C'est tout l'intérêt d'utiliser ce type d'outil. Alors oui, disons que, OK, je vais créer une commande d'achat. Je ne l'ai pas. Voilà, je décide de créer une commande d'achat. Dans ce cas spécifique, j'ai besoin d'un fournisseur. Donc, je vais venir dans ma liste de fournisseurs. Supposons que c'est Simincam qui me fournit. Donc, je choisis Simincam comme étant celui qui me fournit des briques. J'ai dit que je vais le payer, ou une fois, je dis que je vais payer par virement bancaire. Je peux changer la date à laquelle c'est prévu. Disons que c'est demain, tu dis n'importe quoi. Et franc CFA, etc. Et puis, je récapitulatif des produits que je suis censé prendre chez lui. Je crée les différents produits. Je crée le brouillon. Ça a récupéré les éléments. Le pays de fournisseur n'est pas. Oh, oui, bon, bref, c'est pas grave. Je valide, etc. Et qu'est-ce que ça m'a fait? Alors, l'erreur qui était là, je n'aurais pas dû négliger l'erreur que ça m'a présenté. Hmm. OK. Dans tous les cas, j'ai reçu la commande que je suis censé faire à. Je peux décider de passer la commande. Alors, pourquoi ça l'a fait? Ça fait ceci parce qu'en fait, je n'ai pas déterminé dans notre instance, comme on est en train de faire les tests, que ces produits étaient fournis par Simincam. C'est en fait la raison pour laquelle vous vous retrouvez avec les montants qui sont à zéro. Mais ça, c'est juste pour vous montrer les choses que vous pouvez bien faire. On n'a pas aussi très bien configuré l'instance pour le test. C'est aussi ça qui manque un tout petit peu. Donc, bref, l'idée ici, c'est que vous voyez comment je peux quitter d'un élément à un autre. Donc, j'ai créé ma commande et puis je peux créer une réception, toujours sur ma même commande, sans sortir de là. Je suis censé avoir une brique creuse, j'ai dit que oui, j'ai une brique. Je suis censé avoir une brosse, j'ai dit que oui, j'ai une brosse. Et
je crée une réception. Je peux le lier à un projet, si c'est lié à un projet, etc. Je fais un récapitulatif. Je le mets dans mon entrepôt. Oui, effectivement, ce que je suis censé percevoir, c'est ça. Donc, tous les éléments sont OK. Je crée et je valide. Donc, j'ai mes produits qui ont été reçus. J'ai mon bordereau de réception qui est ici. Ça me donne les quantités qui ont été reçues. Et j'ai ma commande qui est liée là. Alors, rien que pour vous compreniez à peu près le fait comment c'est lié, on va un peu rentrer en arrière et on va retrouver tous les éléments. Donc, je vais rentrer sur la... Alors, je vais rentrer sur la proposition. Est-ce que je peux aller sur le service? Je vais retrouver tout l'arborescence. Alors, je vais aller plutôt sur Thiès et je vais chercher Baptiste Plus. Je vais revenir là. Je vais venir sur client. Et puis, je vais aller sur la proposition. Et vous allez voir qu'à partir de la proposition qui a été signée, j'ai tous les éléments que je retrouve. Donc, une fois que j'ai généré tous ces éléments, ben, en venant sur la proposition en question, je peux voir que j'ai une facture qui a été émise, je peux voir une commande qui a été faite, etc., etc., etc. Donc, il y a énormément de choses que je peux faire avec mon Deliba. Donc là, à peu près, il y a énormément de choses qu'on peut sur le Liban. On peut passer toute une journée juste pour faire les différentes choses qui sont possibles avec le Liban. Donc ça, c'était juste pour vous montrer à peu près ce qui est possible de faire avec Delibar, ce qui n'est pas évident de faire avec Excel. C'est une petite démonstration très courte. On aura les occasions d'aller un peu plus en profondeur dans les différentes webinaires qu'on aura fait. On le traitera point par point et de manière plus approfondie. On va revenir sur notre présentation pour conclure. Voilà, je reviens sur notre présentation et puis on pourra prendre des questions pour ceux qui en auront. On attend que ça charge. OK. Je pense qu'on était déjà pratiquement à la fin. On était déjà à la fin. On a vu la méthodologie. Alors, on a mis la démonstration, on n'a pas créé un nouveau client, voilà, mais on a vu un devis, on a transformé un devis en commande et on a réussi un paiement, etc. Voilà. On est peut-être parler plus en profondeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut donc dire euh, pour conclure à peu près hein, après cette démonstration? On va dire quoi? C'est que, peut parler de nous, hein, tout simplement. C'est que nous sommes une entreprise qui est spécialisée dans la transformation digitale. Nous accompagnons les organisations dans la digitalisation et l'optimisation de leurs processus métiers. Et nous sommes experts de l'IBA, dans ce sens que nous déployons de l'IBA sur des instances, nous les configurons, nous formons les, 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 les employés à utiliser de l'IBA, comme vous avez pu le voir, et nous créons des modules. Ça, je vais vous parler par exemple tout à l'heure d'un élément que vous avez vu lorsqu'on était en train de parcourir d'une des pages. Vous avez vu certaines informations qui ne sont pas natives à Deliba. Ces informations qui étaient en rapport avec la restauration, c'est parce qu'on a créé un module en rapport avec la prise de commande sur Deliba, qui est appelé Delitable. On a Delitax, on a le Deli Hotel, on a énormément de modules que nous avons créés. Et ça, c'est parce que nous sommes experts dans cette solution ERP et nous pouvons proposer ce type de service à nos clients en fonction de vos besoins. Ça veut dire que si pour X raison, vous avez un process qui n'est pas natif à Deliba, ben, il n'y a pas un souci. On pourra très facilement créer un module qui sera, qui va correspondre en fait à vos besoins. Alors, quels sont les points à retenir? C'est que Excel a des limites qui peuvent freiner votre croissance malgré la puissance d'Excel. Doliba est gratuite, il est adapté au Cameroun et à tous les autres écosystèmes. Vous avez une entreprise au Cameroun qui est DTS qui peut vous accompagner dans la mise en place de votre instance Doliba. On a vu les étapes qui vont nous permettre, en fait, de vous permettre de quitter de Excel à Doliba. On va faire un audit de votre activité, on va auditer vos fichiers, on va comprendre à peu près comment vous travaillez.
Après avoir compris, on va créer les fichiers export qu'on va pouvoir. Ah oui, j'avais oublié de vous montrer ça. Peut-être qu'on va y revenir s'il y a des questions là-dessus. C'est que sur Doliba, il est facile de pouvoir récupérer, bon, peut-être pas facile, mais c'est déjà natif à Doliba de pouvoir quitter de vos fichiers, de vos données sur Excel qu'on va préformater dans la manière dont Doliba est structuré, pour pouvoir récupérer vos données, ne pas perdre toutes vos années de données que vous avez eues. Vous n'allez pas recommencer à entrer manuellement chacun de vos données. Non, vous n'avez pas besoin de le faire. On va faire des imports de vos données qui étaient déjà sur Excel et on va les importer à l'intérieur de Doliba, ce qui permettra de continuer à utiliser euh, l'instance en elle-même. Et puis, les entreprises comme maison ont déjà réussi à faire des transformations digitales en utilisant Doliba. Donc, on vous incite aussi à le faire. Donc, DTS va vous accompagner de A à Z, de l'audit, de l'installation jusqu'au support. OK, nous vous remercions pour votre attention. Nous avons nos différents contacts, notre boîte mail et notre numéro qui est un numéro WhatsApp par lequel vous pouvez nous écrire si vous avez des questions. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous écoutons si vous avez des questions. Nous serons ravis de vous répondre et de vous apporter d'autres éclaircissements. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Eric, est-ce que tu as des questions? Mm. Pas Oui, encore. Pour ma part, la présentation était parfaite et je pense que Doliba, c'est un outil vraiment à prendre en compte, vu tout le potentiel que, vu tout le potentiel que ça offre. J'aimerais vraiment euh, en connaître davantage sur ce logiciel. d'accord. Je suis très content que tu aies pu voir le potentiel de Liba. Effectivement, on va essayer de faire autant de webinaires, autant de petites vidéos sur nos chaînes YouTube et autres, des petits posts pour amener le maximum de personnes à utiliser le Doliba parce que nous sommes convaincus du potentiel de Doliba, nous sommes convaincus de son pouvoir, de l'apport que ça peut avoir pour des entreprises. Et pour être franc avec vous, déjà, depuis le début de DTS, c'est un outil. Nous ne sommes pas contributeurs pour rien, nous sommes aussi utilisateurs du produit. C'est peut-être la raison pour laquelle nous maîtrisons très bien cet outil parce que nous l'utilisons au quotidien. Nous sommes convaincus que c'est un très bon outil. On n'a pas besoin de dépenser autant d'argent chaque mois. Avec cet outil, on peut faire énormément de choses. Et comme on l'a dit, il est très personnalisable. Vous avez vu les différents modules qui peuvent être activés, mais surtout, il est flexible et a la possibilité de créer autant de modules que vous voulez en fonction de votre process. Donc, n'hésite pas à nous contacter. Tu as nos différentes références qui sont là, notre numéro de téléphone et notre boîte mail. De toute façon, on va t'envoyer la présentation par mail. Et puis, on restera en contact avec toi aux besoins que tu pourras avoir d'accompagnement, etc. Et tout ce que tu pourras avoir comme besoin. Nous sommes là pour ça. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Eric, si tu as autre chose. Non, merci beaucoup. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, nous vous remercions d'avoir été présent lors de ce webinaire sur comment quitter de Excel à de Deba. Nous vous disons à très bientôt pour notre prochain webinaire qui sera forcément peut-être le mois prochain ou bien d'ici 2 semaines. On vous communiquera dans tous les cas. Merci et bonne soirée à vous. Merci. Bonne soirée à vous. D'accord, merci.